La Pontiac Trans Am fête son 30e anniversaire. C'est un peu le premier muscle car au monde aujourd'hui qui peut combiner l'agilité, le confort et la beauté dans un tout qui offre en outre une consommation raisonnable ainsi qu'une sécurité accrue. Cette combinaison était encore inconnue il y a peu de temps. D'habitude, le pilote de muscle car a toujours eu à choisir entre la performance ou la consommation modérée, entre l'agilité ou le confort. Mais la nouvelle Trans Am est un des meilleurs exemples de la polyvalence du muscle car. C'est un condensé des meilleures performances, du confort et de la sécurité que l'on a sans cesse essayé d'améliorer au cours des 30 dernières années. Construire une telle voiture est synonyme d'engagement, de consécration. La Firebird Pontiac a été lancée sur le marché vers la fin de l'année 1967 et elle ne répondait pas aux attentes de John DeLorean, son concepteur. Il voulait lancer une voiture de sport 2 places que l'on appelait Banshee, qui en était au stade du modèle expérimental. Mais au lieu de ça, la direction de General Motors a contraint Pontiac à sortir un pony car dans la même lignée que la Camaro. Les gens ont eu tendance à croire que la première génération de Firebird était une copie conforme de la Camaro, ce qui était totalement faux. Pontiac a tout fait pour différencier leur modèle de la Camaro. Pour le constructeur, la Firebird était plus une voiture de sport qu'un muscle car. La Camaro et la Firebird sont sorties alors que les courses de l'American Road Racing Series étaient en train de connaître un immense succès. Pour mettre à profit la popularité de ces pony cars, le Club des voitures de sport d'Amérique a créé de nouvelles séries de courses que l'on avait baptisées Trans Am et dans laquelle ces voitures de sport s'affrontaient. Jim Wangers était responsable de la publicité chez Pontiac à cette époque. Il se souvient des conséquences positives de ces courses sur les ventes de voitures. Les courses Trans Am étaient vraiment devenues quelque chose pour le grand public. C'était une sorte d'introduction des voitures américaines dans la course auto. La Firebird Trans Am de 1969 a été baptisée comme cela pour la course SCCA. Nous n'avions aucune intention de nous lancer dans la course. Nous n'étions pas des professionnels. Simplement, Trans Am, ça sonnait bien. En l'espace de quelques années, les courses de Trans Am étaient devenues une institution et les Pontiac Trans Am ont survécu avec les 4 générations de Firebird. En un peu plus de 30 ans d'existence, Pontiac a vendu plus de 2 millions de Trans Am. Cette voiture s'est fait une réputation grâce à son rôle joué dans certains films et séries très populaires. Elle a également servi de pescar pour beaucoup de courses de voitures prestigieuses dans le monde entier. Et au fil du temps, les ingénieurs de chez Pontiac n'ont cessé d'améliorer la voiture jusqu'à ce qu'elle devienne un muscle car de réputation mondiale. Son plus grand succès, c'est d'avoir su rendre son public fidèle de génération en génération. La Trans Am, c'était d'abord une opportunité pour les gens qui étaient trop jeunes pour s'offrir la GTO à la fin des années 60 de piloter un vrai muscle car américain. To get the feeling of what it was really like to have a kind of a true American muscle car. La première moitié des années 60 a été une bonne période pour Pontiac. Les mauvaises performances de General Motors pendant les années 50 se sont soudainement vues remplacées par un succès foudroyant pour en faire le 3e constructeur aux États-Unis en l'espace de quelques années. Le tout grâce à une bonne image et des voitures qui étaient devenues performantes. Bunky Knudsen est l'homme qui a fait renaître les Pontiac. Quand Knudsen est arrivé en 1956 pour une période de 5 ans, il savait qu'il n'avait que 5 ans pour redresser la branche Pontiac. La première chose qu'il a dite, c'est « Nous allons changer la personnalité de cette voiture. Et la seule façon de le faire, c'est de battre une autre voiture sur un circuit, dont nous allons faire des courses. » Avec un tel mandat, les ateliers de Pontiac se sont retrouvés sur le pied de guerre. Les voitures emportaient victoire sur victoire le week-end et pendant la semaine, la vente de voitures tournait à plein régime. Fireball Roberts in number 3 Pontiac. Roberts leads.
Mais la vente de voitures aux États-Unis est souvent une histoire de chiffres et vers 1965, les meilleures ventes de toute l'histoire automobile américaine étaient pulvérisées par la Ford Mustang. Mustang. Move into the cool world of Mustang. Entre 1964 et 1966, Ford a vendu presque 2 millions de Mustangs. Le message avait le mérite d'être clair. Chez General Motors, le directeur de la division Pontiac, John DeLorean, a senti qu'il fallait se réveiller. Depuis 1964, plus de 600 000 anciens clients de la General Motors ont acheté une Mustang. Chevrolet a réagi en premier en sortant le premier modèle Camaro au début de l'année 1967, alors que Pontiac essayait toujours d'améliorer son Roadster, le Banshee. John DeLorean, qui était à la tête de Pontiac à l'époque, voulait sortir sa voiture de sport de place, un peu comme la Corvette. La maison mère, General Motors, appréciait modérément cette idée, tout comme Chevrolet d'ailleurs. À l'époque, le marché de la voiture de sport était dominé par Chevrolet et sa Corvette. Le constructeur s'est demandé, mais pourquoi irions-nous nous faire de la concurrence? Alors que Pontiac pouvait déjà travailler sur les plans de la Camaro. Et de ce fait, la faire ressembler tout simplement à une Pontiac. C'est donc en se servant du modèle Camaro de 1967 que Pontiac a lancé son premier pony-car, à savoir la Firebird. Elle a été lancée 6 mois après la Camaro et comme vous pouvez le voir, ces deux voitures se ressemblaient sous pas mal d'aspects. Mais pour Pontiac, il était essentiel que ce modèle ne soit pas un clone. DeLorean a insisté pour que toutes les Firebirds soient plus basses de 2,5 cm par rapport à la Camaro. Il a aussi insisté pour qu'elles soient équipées de jantes larges et de pneus de la série 70. Elles faisaient macho, robustes et sportives. Les Firebird de 1967 et 68 ont subi quelques changements. On y a ajouté une touche encore plus sportive qui les différenciait des Camaro. La calandre en 2 parties par exemple et le pare-choc avant. Le point fort de la Firebird, c'était son accélération foudroyante. Le moteur de la Firebird faisait 6400 cm3 et développait 335 chevaux de couple. De quoi vous faire aimer les sensations fortes plus que n'importe quel Mustang ou autre Barracuda, tout en ayant une personnalité différente de la SS 396 Camaro. Et grâce à la conception originale de DeLorean, c'est devenu une voiture des plus maniables. Pontiac a fait du bon boulot en différenciant bien la Firebird de la Camaro. Son système de suspension était unique et choisi parmi toute une variété d'amortisseurs. C'était une voiture plus classe que la Camaro. Dans le monde des muscle cars, la voiture maniable était un concept nouveau. Tous les muscle cars super puissants laissaient toujours de la gomme sur le bitume sur des kilomètres. Mais ce nouveau pony car savait également très bien maîtriser les virages. Cela s'est révélé être une arme redoutable lorsque le Sport Car Club d'Amérique a créé cette nouvelle course qui fut la vitrine des pony cars, la Transamerica ou Trans-Am pour les intimes. Cette course faisait rage, elle est devenue ultra populaire. Ford, Chevrolet et tous les moteurs américains s'affrontaient au grand jour. En 1969, si vous étiez un constructeur et que vous ne participiez pas à la Trans-Am, vous vous exposiez à de gros problèmes. Pontiac ne voulait pas spécialement participer à cette compétition, mais pour le constructeur, le nom était fort en symbole, donc la Firebird de 1969 fut baptisée Trans-Am. Il y avait cependant un petit problème. Le moteur standard de 6400 cm3 était un peu trop gros pour la course Trans-Am, la limite étant 5 litres. La presse automobile s'est déchaînée sur ce petit détail. La presse automobile s'est montrée plutôt sévère quant à cette voiture. En fait, ils n'ont pas compris le concept du nom Trans-Am, une des courses les plus prestigieuses, alors que cette voiture ne répondait pas aux critères pour courir dans cette course. Les magazines auto l'ont descendu. Ils se moquaient bien de son look ou de sa puissance. Pour eux, on ne pouvait acheter une voiture répondant au nom de Trans-Am alors que ce modèle ne pouvait participer à la course. La Trans-Am a été un échec phénoménal. Les gens ont été influencés par la presse et Pontiac n'a pu en fabriquer que 697 unités. À la fin de l'année 1969, Pontiac s'est débrouillé pour participer à cette compétition et la marque a été qualifiée de peu. Mais pourrait-elle survivre sans participer à la course?
La Pontiac Trans Am essayait donc d'entrer dans la course pour se remettre de la claque que lui avait donnée la presse. Le problème était bien sûr que pas un seul des modèles Trans Am n'avait un moteur qui le rendait éligible pour cette compétition. Pontiac s'est lancé dans un programme de développement pour créer un moteur qui soit compatible avec les compétitions Trans Am. Le programme s'appelait le Ram Air 5303 et il a permis de changer considérablement le moteur de la Trans Am. L'unique problème était qu'il était impossible de faire passer cette voiture de 6400 à 4800 cm3 et développer assez de chevaux pour faire de la course. George Segal court encore au Trans Am avec une voiture de l'époque. Il se souvient des difficultés de Pontiac à faire accepter leur nouveau moteur dans ses courses. Et ils ont mis au point un moteur avec le même système que celui de la Ford 427. Mais malheureusement, le 4800 cm3 ne développait pas assez de chevaux et avait bien moins de couple. Donc les compétitions Trans Am ont fait rage en 1969 et Pontiac s'est battu mais sans moteur adéquat. Cependant, la voiture est devenue populaire auprès des fans de muscle car dans la rue et c'est le plus important. Même si les courses Trans Am étaient principalement des courses de championnat, une fois que vous pilotiez cette voiture sur l'autoroute ou dans la rue, vous vous croyiez tout de suite sur un circuit. Donc, la Trans Am n'était pas très bonne en course. Mais elle excellait sur le drag, grâce à son accélération phénoménale. La Pontiac 6400 cm3 n'a jamais eu de problème de puissance. Mais la Trans Am équipée du moteur Ram Air 3 a eu quelques problèmes. Elle avait pourtant un meilleur collecteur d'échappement et un système de refroidissement par air assez perfectionné placé sur le capot avant. Et si ça ne vous suffisait pas, vous pouviez également opter pour le Ram Air 4, le meilleur moteur Pontiac de l'époque. C'était une version améliorée grâce à un carburateur et un système de cam différent qui lui a permis de gagner en puissance. Sans en faire une voiture de course, ça pouvait être la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, et c'est dans cet esprit qu'on a sorti la Trans Am Firebird 69. La Firebird a vraiment commencé à se forger un caractère en 1969 quand Pontiac a décidé de la restyler avec des options plutôt luxueuses. Les propriétaires de Firebird pouvaient la décapoter ou profiter de ses équipements comme l'air conditionné, la jauge de rallye, des aménagements intérieurs en cuir ou en vinyle et des vitres teintées. Elle a l'air conditionné de série, la direction assistée, des freins adaptés à son gabarit. Elle est pleine d'options. J'ai acheté cette voiture car j'ai bien aimé toutes ces options. Je cherchais une voiture de série 4 vitesses et celle-ci en était une. Je voulais aussi un moteur de 6400 cm3. La Trans Am était le haut de gamme des Firebird. Elle coûtait 376 $, soit 2630 francs, avec le moteur Ram Air 3, ou 11 000 $, soit 7700 francs, avec le moteur Ram Air 4. L'ensemble comprenait soit un boîtier 4 vitesses manuel, soit une transmission turbo-hydromatique à 3 vitesses. Des pneus de rallye, des freins très puissants, un rapport de pont entre 3,55 et 1, des amortisseurs heavy duty et des pneus sains de fibre de verre. Les options pouvaient aussi inclure des ventilateurs sur le capot, un béquet arrière, des bandes et des motifs variés. Malgré tout ce que la presse a pu en dire, cette voiture était à compter parmi les modèles les plus réussis dans l'histoire de Pontiac. Mais vers 1970, la voiture va quand même parvenir à être mieux perçue du public, donc mieux vendue. La nouvelle Firebird est lancée en février 1970 avec un peu de retard sur le programme, mais ça valait la peine d'attendre. Son nouveau style était spectaculaire et elle n'attendait qu'une seule chose, courir dans la Trans Am. Or, comme tout nouveau modèle, Pontiac y a apporté moult modifications. Je pense que c'est un ingénieur du nom de Herb Adams qui a travaillé sur un nouveau concept de la Trans Am. Par sa propre expérience de la course, il savait que si vous mettiez les amortisseurs encore plus au point, des pneus larges et des barres stabilisatrices, vous pouviez y gagner en maniabilité. Le stand de présentation de 1970 mettait l'accent sur le bon contrôle latéral de cette voiture, qui lui promettait de bonnes performances. Les moteurs du modèle 1970 étaient les mêmes que ceux de 69.
avec bien sûr le moteur Hammer 4 qui vous propulsait les 1700 kg de cette voiture à une vitesse phénoménale. Elle passait de 0 à 100 en l'espace de 6 secondes. Quant à l'intérieur, il a été revu pour ressembler à un cockpit d'avion de chasse. Les sièges baquets, le tableau de bord et le volant avec une gaine de cuir sont des détails qui rendent cette voiture agréable à conduire. Cet aménagement lui confère une apparence très sportive et racée. La Pontiac va encore participer à la compétition Trans-Am sans moteur adéquat, mais 1970 ne va pas être un grand cru pour Pontiac au niveau de la course. Pontiac a donné 200 000 $, soit 1 400 000 francs, à Terry Goodsall afin qu'il recrute une équipe. Il a engagé Jerry Titus qui courait pour Ford. Mais ils ont commencé à s'entraîner assez tardivement. Ils essayaient d'améliorer le moteur et rien ne s'est passé comme ils l'espéraient. Ils n'avaient jamais gagné une course comme celle qu'était en train de gagner Titus quand il s'est fait tuer à Elkhart dans le Wisconsin. Et finalement, la Trans-Am n'a jamais gagné la course qui lui a donné son nom. Tout ce qu'il nous fallait, c'était son nom. Nous avons pensé que ce nom était évocateur et qu'il était synonyme de beaucoup de choses. La Trans-Am ne va pas changer énormément pendant les 3 années qui suivent. Mais comme pour toute l'industrie automobile, les contrôles d'émissions d'échappement imposés par l'État vont se faire sentir sur la voiture. Le 455HO était le nouveau moteur de la Trans-Am. Il avait bien moins de compression et de puissance. En 1971, General Motors a exigé que tous ses moteurs fonctionnent au sans-plomb, ce qui a fait diminuer la compression et donc diminuer les performances. C'en était fini de la course aux chevaux vapeur. Mais comme un vieux couple de valseurs, Pontiac et Trans-Am ont refusé de quitter la piste de danse. Entre 1973 et 1974, le nouveau moteur 455 Super Duty va apporter un rayon de soleil dans l'univers des muscle cars. Celui-ci va servir de support pour les moteurs créés dans les années qui suivent. L'année 1974 va être riche en événements pour les muscle cars. Les fans de ce type de voiture vont voir leur avenir devenir sombre. C'en était fini des Hemis, des Big Stage 1, des Cobra Jetford 428 et des Chevelle. Même les Corvettes n'étaient plus qu'un pâle reflet de ce qu'elles étaient à l'origine. Mais il restait quand même une voiture pour se consoler. Une voiture qui était équipée d'un moteur 7300 cm3 très puissant pour se propulser. Il s'agissait de la Trans-Am Super Duty 455 de 1974. Tout le monde pensait que l'époque muscle car était terminée, mais Pontiac ne l'entendait pas de cette oreille. Les nouvelles normes fédérales sur les pare-chocs ont eu leur effet sur la Firebird, mais le reste de la voiture était plutôt classe et les ventes ont bien marché. La raison qui a poussé ces gens à acheter 5 fois plus de Trans-Am que l'année précédente était toujours la même. Son accélération était toujours aussi foudroyante. Les Super Duty de 73 et 74 étaient les meilleurs modèles de Trans-Am jamais construits après les Ramers de 69 et 70. Le filtre à air est entouré d'un carter d'acier, ce qui est plutôt inhabituel. Pontiac a toujours voulu mettre les admissions en aluminium pour les moteurs les plus chauds, comme le faisaient d'ailleurs la plupart des constructeurs. Les performances de cette voiture étaient bonnes sur le drag strip. Il ne lui fallait pas plus de 13 secondes pour faire les 400 mètres à plus de 160 km/h. Les moteurs étaient uniques et on n'en a construit que 600 au total. J'ai eu de la chance, en 1993, j'ai gagné le championnat du monde en spécialité stock. J'ai fait 13 secondes et 5 centièmes à plus de 170 km/h. J'aime son look et sa puissance à la fois. D'ailleurs, j'aime tout dans cette voiture. Elle m'emmène partout. Pontiac a vendu plus de 10 000 Trans-Am en 1974, 27 000 en 1975, 46 000 en 1976 et presque 120 000 en 1979. Et ça continue encore de nos jours. On a enregistré de bonnes performances vers le début des années 80.
Mais après, ça a commencé à changer et les constructeurs ont développé l'injection de carburant électronique. Vers le milieu des années 80, on a remarqué que cette politique commençait à porter ses fruits. Et les voitures de performance ont commencé à réapparaître, ça et là. La toute dernière Trans Am a donc hérité ses formes et sa ligne de ses ancêtres des années 60. Pontiac a toujours su qu'une voiture avec un tel nom ne pouvait être qu'exceptionnelle. Pour la refaire tourner, j'ai dû acheter un moteur GTO, convertible de 65. Ça a été un choix difficile pour moi. Comme je l'ai dit, je l'ai depuis ma dernière année d'université et c'est une voiture unique, chargée d'histoire. Je ne pouvais pas me permettre de faire l'impasse. Elle n'a pas pris une ride. Personne ne peut expliquer pourquoi certaines voitures ont un succès éphémère alors que d'autres perdurent. Ce qui est sûr, c'est que les fans de muscle cars savent reconnaître les modèles originaux des copies. La Trans Am a toujours été un muscle car des plus respectables et qui a su le rester alors que beaucoup de grandes marques cessaient de produire de tels engins. C'est un peu une récompense pour Pontiac qui a toujours persisté malgré l'adversité. Les muscle cars existent encore. C'est une citation qui s'avère exacte. C'est une réflexion qui résume leur héritage. Et Pontiac peut la reprendre à son compte aujourd'hui. Car parmi tous les constructeurs, c'est bien le seul qui a su conserver cet héritage dans la gamme extrêmement performante qui est celle des polycars. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas notre devise. Ne les mettez pas à la casse, restaurez-les.